de plus le fondateur du réseau Babel pour cette invitation. C'est la première fois que je suis emmenée à partager mon expérience politique au Congo. Je l'ai déjà fait ailleurs, dans d'autres pays, mais c'est la première fois que je le fais ici. Parce que j'ai toujours eu un profil assez atypique, même en Belgique. Et souvent, mon bourgmestre m'a déjà appelé à le représenter dans des congrès, au Canada, en Belgique, en France, en Italie, en Pologne. Je me retrouve rien qu'avec des hommes et on voit une femme noire, on demande c'est qui. On dit non, elle représente Bruxelles. Et c'est ce qui fait mon profil atypique. Je suis ici dans la terre qui m'a vu naître, la terre de mes racines et celle qui m'a vu partir. Donc je viens devant vous, je suis députée fédérale comme on vous l'a dit, mais je suis aussi la fille d'un pasteur, d'une pasteur, qui est aussi mathématicienne. Et avant toute chose, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ces moments précieux qu'il nous permet de partager. Et chaque fois que je me tiens quelque part pour parler de mon expérience, je dis toujours que si je suis là, si je peux vous parler, c'est juste la grâce de Dieu. De par ma naissance, de par mon origine, jamais je ne pouvais me retrouver ici, en train de parler de moi. Vous allez voir que cette masterclass que je vais vous livrer sera assez autobiographique parce que je préfère toujours tirer des enseignements de mon parcours, les succès, tout comme les échecs. Je vous disais que c'est une grâce parce que mon père était un orphelin. Son père est mort, il avait 4 ans. Il s'est retrouvé au village. Sa mère était héritée en mariage et il est parti ailleurs. Pour payer ses études, il devait être domestique chez les missionnaires. Et puis on a vu que c'était un garçon brillant et il a reçu une bourse. Cette bourse l'a emmené faire ses études secondaires à Kamina, puis à Kananga, puis ses études universitaires au Sénégal. Le Sénégal étant gravement malade, il ne peut pas les poursuivre. Il revient à Lubumbashi. Ma mère, fille de pasteur de la 30e communauté, très brillante dès l'école primaire, en secondaire, son frère avait réussi dans la vie et on décide de l'envoyer à Kimwenza pour faire ses études secondaires. Mon père et ma mère se rencontrent respectivement à l'âge de 12 et 13 ans, à Kamina. Mon père venant d'une famille très pauvre, plus pauvre. Ma mère aussi était pauvre. Et vous savez, bon, les Congolais, son père avait un vélo, donc dans son village, c'est la noblesse. Et quand mon père est au Sénégal, il commence à correspondre avec ma mère et il se dit ah, mais je ne vais pas épouser une Sénégalaise, je vais épouser une femme que j'ai rencontrée dans mon village. C'est là qu'il rencontre ma mère. Il se décide de se marier avec ma mère. Ils se rejoignent à Lubumbashi, tous les deux pour parfaire leurs études. Et quand mes parents veulent se marier, les parents de ma mère ne veulent pas. Ils disent non, il est trop pauvre. Parce qu'à Kimwenza, toutes les jeunes filles qui sortent de Kimwenza épousent des DG, etc. Ma mère, elle dit non, elle va épouser son pauvre. Et c'est dans ces conditions de grande pauvreté, je nais quand mes parents sont encore étudiants. D'ailleurs, une des personnes qui soutient beaucoup mon papa, même financièrement, c'est le papa de Véronica, ma cousine ici, Papa Kayepe. Et mon père et ma mère étudient, et puis ma mère a fait maths physique à Lubumbashi, très brillante. D'ailleurs, un jour, j'étais à Kinshasa et je croise le ministre Moukena, qui était collègue de classe à ma mère. On lui dit, c'est la fille Moutchébeli. Il me fait, ta maman était brillante, hein? Elle était intelligente, elle nous dépassait tous. Ensuite, je passe beaucoup, sinon je prendrais beaucoup de temps. Mon père était très ancré dans la prière. Il a fait 3 ans de chômage alors qu'il était ingénieur civil métallurgiste. Il vient à Kinshasa, où il passe plusieurs moments de jeûne et prière. Et comme ça, la voix de Dieu lui dit, va là, j'ai Camille, toc, on va t'engager. Et c'est comme ça que mon père est engagé miraculeusement à la GECAMINE commerciale en 1985. Et quelques mois après, il est muté en Belgique. C'est ainsi que mon père, ma mère et nous arrivons en Belgique.
Ma mère était l'une des premières femmes programmeuses des réseaux de chemin de fer à la SNCZ à l'époque, depuis 80. Elle décide donc de laisser son bon travail à Lubumbashi pour suivre son mari. Ensuite, elle décide d'aller en Europe. Quand on arrive en 85 en Belgique, les Noirs n'ont pas de travail, c'est la pauvreté. Mon père travaille à la Gécamine et en 1986, il prêchait toujours sur le temps de midi à son bureau. Il décide alors de rejoindre une église locale et on les désigne pasteurs. Donc pendant 2 ans, il fait le pastorat et son travail à la Gécamine. Et qu'est-ce que mes parents décident? C'est que ma mère ne va pas travailler. Brillante qu'elle était, elle pouvait faire une belle carrière scientifique. Elle décide de s'occuper de l'éducation de ses 6 enfants. Parce qu'à l'époque, si elle travaillait, c'était pour faire du ménage. Et ça, mon père trouvait que ce n'était pas juste. Ou bien refaire des études et se mettre dans le milieu du travail. Mais eux, ils décident qu'elle se consacre à notre éducation. Elle est décédée il y a 5 ans. Et elle a fourni... Nous sommes tous universitaires, tous mes frères et moi. Chacun avec de belles carrières. Et nous tous, on est très enracinés dans l'église en Serre-Dieu. Elle a produit 2 pasteurs. Bon, nous, on est des filles, donc moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mon père a fondé, il était le premier pasteur congolais en Belgique, en 1986. Il n'y a pas d'église, et c'est lui qui crée la première église. Et j'ai un de mes frères qui est là, Anthony Kitenge, avec qui on était à l'école du dimanche. C'est vraiment mon frère, on nous punissait ensemble, etc. C'était incroyable. Mais il est devenu patron par après. C'était un homme de foi, un homme de parole, un homme de mission. Il fonde à peu près en Belgique une 40aine d'églises. Il crée le paysage chrétien en Belgique et en Europe. Il draine des foules. Et cette église, c'était pas seulement un lieu de culte. C'était un refuge, un lieu d'entraide où on formait les âmes et les consciences. Hier, je vous ai présenté ma grande sœur, qui est là. C'est l'une des premières responsables des jeunes de la chorale. Quand elle avait 23 ans, c'est elle qui suspendait les gens. Non, tu es arrivé en retard. Là, je crois, elle avait même une règle pour les jupes des filles. Quand tu dois monter chanter, ils sont là devant l'estrade, ils regardent. Parce qu'en fait, ils formaient des leaders. C'était ça, mes parents. Et les valeurs qu'ils m'ont transmises, c'est l'humilité, le service, le sacrifice, la foi et la confiance en l'humain. Et c'est ça la politique, en fait. La politique, ce n'est pas une ambition individuelle. Ce n'est pas rechercher le pouvoir pour le pouvoir. La politique, c'est être au service des gens. La politique, c'est se lever chaque matin pour celles et ceux qui n'ont pas de voix parce qu'on est l'émanation du peuple. On se lève pour les autres. On ne se lève pas pour soi. C'est parler pour ceux qu'on n'écoute pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, on m'écoute. Mais est-ce qu'on va écouter avec la même vigueur une femme de ménage? Non. Mais moi, je me permets en tant que femme politique de transmettre son message. La politique, c'est défendre ceux qui sont invisibles. En tant que Noirs en Europe, nous sommes une population qui est invisible et invisibilisée. Le combat du Congo, le combat de l'Est, on ne veut pas en parler. Mais moi, j'ai décidé, j'ai forcé et j'ai dit, vous allez en parler. De gré ou de force. Donc, j'en parle comme je veux, quand je veux. Et je force les autorités de mon parti à faire des vidéos. Qui connaît Elio Di Rupo? Voilà. Ancien Premier ministre belge. Quand le conflit battait son plein, il est parlementaire européen. J'apprends que l'Union européenne va passer une résolution par rapport à la guerre. Et par rapport à Jean-Jacques Wondo, un Belge qui était en prison ici. J'appelle Elio Di Rupo. Je dis, Elio, coucou, ça va, ça va. Dis, avant que tu parles de Jean-Jacques Wondo, moi, je suis 48 heures au Parlement, on avait un débat de 48 heures, on ne pouvait même pas rentrer chez nous. Tout ce qu'on faisait, on nous a pris une chambre d'hôtel, on rentrait, on prenait nos douches.
On avait débat avec le gouvernement. Vous avez déjà fait ça? Vous êtes 48 heures au Parlement. Ah, ça va, faites-le et puis on parle. Je l'appelle, je dis, tu peux venir au Parlement parce que vous allez voter la résolution, je dois te briefer, tu vas faire une vidéo avec moi aujourd'hui. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit oui. Ancien Premier ministre, il se déplace. C'est pas moi qui me déplace parce que j'étais coincée. Et il m'a fait une vidéo pour parler de l'Est de la RDC avec moi. Parce que les mamans de Goma ne connaîtront jamais ce Premier ministre. J'ai forcé le président de mon parti. J'ai forcé tout le monde. Tout le monde a fait. Parce que c'est ça la politique. Alors je vais vous expliquer pourquoi je me suis engagée en politique. Quand on arrive, j'avais 6 ans. Je l'ai dit hier que mon parcours d'immigration était vraiment normal. Hein. Vous saurez qu'en Europe, pour avoir une carte de résidence, parfois c'est la croix et la bannière pour certaines personnes. Mais pour nous, c'était normal. On a pu immigrer facilement sans se confronter au problème de papier. Donc comme mon père était venu travailler comme agent de l'État zaïrois, tout allait bien. Donc j'ai fait de bonnes études, secondaires, primaires, universitaires, post-universitaires en Belgique. J'ai eu mon master en droit, j'avais 22 ans. J'ai jamais échoué une année, je n'ai jamais raté en fait dans mes études. Je ne connais pas l'échec scolaire. C'est une notion à laquelle je ne suis pas habituée. Sans me vanter, j'étais une étudiante assez travailleuse. Moi, pendant mes études, j'étudiais et j'allais à l'église. J'avais pas de... Et j'ai parlé aux jeunes filles. C'est vrai que c'est différent en Europe parce que l'État prend en charge la vie de tout le monde. Chez nous, en Belgique, on dit toujours que l'État, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Si tu n'as pas d'argent pour payer tes études, l'État paye pour toi. C'est vrai qu'ici, au Congo, c'est différent. Et la pauvreté au Congo a toujours existé. Et je pense que, en s'accrochant à ces valeurs et à Dieu, on peut finir ses études sans se compromettre. Moi, personnellement, ce qui m'a permis de finir mes études sans me compromettre, c'est parce que j'avais une rigueur sur moi-même et sur mon corps. J'avais pas le temps. Et je devais étudier. Et je ne devais pas étudier par besoin parce que mon père avait les moyens, déjà, par la grâce de Dieu. Mais je me disais que je veux être quelqu'un parce que je dois honorer mes parents. Mon père nous disait toujours que, et ma mère, nous, tout ce qu'on a, c'est Dieu. Et chaque fois qu'on a eu quelque chose, notre papa nous a emmenés ici au Congo. J'avais 23 ans pour la première fois quand je suis venue. Il nous a amenés, vous voyez, là on voit les makala. Il nous a dit, si on n'avait pas Dieu, vous seriez ici en train de vendre des makala. Et je suis consciente. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, si je suis ici, c'est la grâce. Je n'ai rien de plus que chacune que je vois. Quand je vous vois et que vous me voyez, on n'a rien de différent. Hein. Ce que moi j'ai, vous pouvez aussi l'avoir. La grâce de Dieu, le travail et la rigueur. J'ai fini donc mes études à 22 ans. J'avais toujours un grade, distinction. J'étais brillante. J'étais toujours dans le haut du panier. Et puis, je commence à chercher du boulot. Parce que je me rappelle, quand on était à l'université, on traînait entre nous, hein, ceux qui avaient des grades. Donc, si tu es dans les statistiques, en tout cas, on ne se fréquente pas parce que tu vas nous demander nos notes, tu voudras réussir comme nous. Donc, on avait notre petite clique. On mangeait ensemble à midi, on allait chercher nos syllabus ensemble, on nous appelait les distingueurs, quoi. On était là très fiers. Quand on arrivait première rangée, très arrogant. Ah, puis moi, toujours bien habillé, tu étais là. Quand le prof pose une question, tu sautes pour répondre. Pour que le prof te remarque. Mais oui. Je commence à chercher du travail. Logiquement, je postule dans les meilleurs cabinets d'avocats. J'envoie une centaine de CV. Je ne suis jamais retenue. Et puis je vois tous mes collègues. Oh, moi je travaille là-bas, moi je travaille là-bas. Je dis pardon. Ok. Et puis je me rends compte en fait qu'on ne m'engage pas parce que je suis noire. Je suis femme, je suis jeune. J'avais 23 ans. Je me dis c'est pas possible. Donc c'est vrai, le racisme existe. Je n'en étais pas consciente parce que j'étais favorisée. Et puis mon père était en contact avec tout le gratin politique belge.
chaque fois qu'il y avait élection, tous ces gens venaient dans notre église, ils faisaient des problèmes. Pasteur, je dis, ouais, je suis discriminée. Ok. C'était les élections. On vient solliciter mon père comme d'habitude, et puis mon père dit, j'ai une fille. Elle est très capable, prenez-la. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence à faire campagne. Faire campagne, là, c'est coller des affiches partout dans la ville, aller au marché, donner des tracts aux gens. Et dans le parti, ils voient que je suis capable. On me demande des juristes, oui. On me demande de commencer à faire des permanences juridiques pour le parti. Je ne suis pas payée, hein. Parce que tout le monde pense toujours que tout c'est l'argent. Je n'étais pas payée. Gratuitement. Je vais et je me donne et je commence à travailler pour le parti. Je reviendrai sur tout ça plus tard. Parce que ça a beaucoup... c'était un patrimoine que j'ai investi. Comme j'étais déjà engagée dans l'église, c'est facile pour moi de m'engager dans la société. Madame la MC, si je déborde, il faudra m'arrêter. Hein. Donc aujourd'hui, je suis la seule femme noire. Première fois qu'une femme noire est élue au suffrage universel direct en Belgique pour être députée. Et je sais ce que ça implique. Alors quand on est une femme, il faut 2 fois prouver plus sa légitimité qu'on soit noire, blanche ou chinoise. Et quand on est noir, ça double encore la discrimination. Quand on est femme, quand on est noir, il faut être irréprochable, il faut être compétente, il faut être prête et il faut être solidaire aussi, parce qu'il faut pouvoir aider les autres. Et puis, il ne faut pas être seul. Il faut construire de bonnes alliances. Ce que j'ai appris en politique, ce sont les alliances. J'ai toujours regardé avec qui je vais m'allier. J'ai fait des mauvaises alliances dans le passé. J'avais commencé dans un premier parti politique. J'avais fait de très mauvaises alliances pour m'exploiter. Quand j'ai compris, j'ai changé. Parce que parfois, en politique, dans le parti, on se bat contre les siens. Dans la société, on se bat parfois contre ses collègues. Les résistances viennent de l'interne. Et vous savez, quand j'ai changé de parti politique, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je remarque ici au Congo, quand les gens changent, ils étaient chez Kabila, ils viennent chez Tshisekedi, ils commencent à gérer Kabila. Non. N'oublie pas tout ce que tu avais eu là-bas de l'autre côté. Et toi, quand tu arrives chez Tshisekedi, ne cite plus Kabila. Il est inexistant. Comment ça encenser Tshisekedi, comment il est bien? Moi, quand j'ai changé de parti, j'ai créé une histoire. J'ai fait une conférence de presse. On m'a dit, pourquoi vous avez changé? J'ai commencé à glorifier l'idéologie socialiste. J'ai dit combien c'était important pour moi d'accéder aux valeurs. On a commencé à m'appeler, parler de tel, parler de tel. Le parti d'où je venais, que je quittais, la présidente était vice-première ministre en Belgique. J'étais proche de ma présidente de parti. J'allais chez elle. On faisait des réunions. C'est elle qui m'a beaucoup appris. J'ai eu la force comment? Je voyais cette dame, elle avait 4 enfants. Elle coupait les oignons dans sa cuisine. Moi, je suis là. Pendant qu'elle coupe les oignons, j'écris. Elle dit, on va faire ça. Pendant la campagne, moi, je pousse sa poussette. Et nous distribuons les tracts. En 2006, elle avait un bébé. Dis, toi, tu prends la poussette. Comme tu as la poussette, les gens feront attention à toi. Comme tu es jeune avec une poussette. C'était ses stratégies. Moi, je poussais sa poussette. Et moi, je vais commencer à dire du mal de cette dame. Non. Même le monsieur qui m'a mis en politique, c'était un papa congolais. Il s'appelle Bertha Mampaka. Même s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, je n'ai pas oublié ce qu'il a fait. Je cherchais du travail, j'en ai pas eu. Il m'a dit, viens avec nous. Je peux pas le... Même s'il m'a fait quoi, jamais je ne me suis levée quelque part pour parler de lui, ni en bien, ni en mal. J'ai commencé à citer son nom quand je suis devenue échevine. Quand j'ai prêté serment pour devenir échevine à la ville de Bruxelles, mes parents étaient décédés. J'ai rendu un hommage à mes parents et je lui ai rendu hommage à lui. Donc même s'il voulait me combattre, c'était difficile. Il était ému.
quand on part, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ne pensez pas que ce que vous dites de mal de l'ancienne famille politique où vous étiez, les autres où vous venez d'arriver, ils vont voir que vous avez une très mauvaise personnalité. Ils vont dire, donc quand elle va partir de chez nous, elle fera ça. Rester avec une femme politique, c'est une personne qui a de la discipline, qui ne parle pas trop, qui a un self-control, qui n'est pas dans les ragots, qui n'est pas dans les rumeurs, qui n'est pas dans les sentiments. Moi, mon père disait toujours que je valais 10 garçons parce que je suis une femme homme. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Si tu penses que tu vas m'avoir au sentiment, alors tu t'es trompé. Parce que je fais de la politique. Je suis une femme d'État. Il faut se donner une rigueur. Quand j'ai été élue la première fois, j'avais 27 ans. On est en Europe. J'ai obligé les gens de m'appeler maman. Je n'avais pas d'enfant, pas de mari, rien. J'ai dit non, je suis votre mère. Quand j'arrivais dans les milieux congolais, il faut me maman Lydia. Je suis votre mère, je m'occupe de vous. Parce que j'avais changé de statut. Et dans la vie, on te donne seulement le respect que toi tu te dois.